Histoire des lambeaux. Dans un grand palais au bord de la mer vivait autrefois un vieux seigneur très riche, qui n'avait ni femme ni enfant, seulement une petite fille dont il n'avait jamais vu le visage de toute sa vie. Il la détestait amèrement, car à sa naissance sa fille préférée mourut, et quand la vieille nourrice lui apporta le bébé, il jura qu'il pourrait vivre ou mourir à sa guise, mais il ne le regarderait jamais en face tant qu'il vivrait. Alors il tourna le dos et s'assit près de sa fenêtre regardant la mer et pleurant de grosses larmes pour sa fille perdue, jusqu'à ce que ses cheveux blancs et sa barbe poussent sur ses épaules et s'enroulent autour de sa chaise et se glissent dans les interstices du sol. Et ses larmes, tombant sur le rebord de la fenêtre, creusèrent un canal à travers la pierre et s'enfuirent dans une petite rivière jusqu'à la grande mer. Pendant ce temps, sa petite fille a grandi sans personne pour s'occuper d'elle ou la vêtir. Seule la vieille nourrice, quand personne n'était là, lui donnait parfois un plat de reste de cuisine, ou un jupon déchiré du sac de chiffon, tandis que les autres domestiques du palais la chassaient de la maison à coups de poing et de paroles moqueuses, l'appelant « lambeau », et lui montrant ses pieds et ses épaules nues, jusqu'à ce qu'elle s'enfuit en criant pour se cacher parmi les buissons. Elle grandit ainsi, avec peu à manger ni à se vêtir, passant ses journées dehors, avec pour seul compagnon un berger estropié, qui nourrissait son troupeau d'oies sur les terres communes. Et ce berger était un drôle de petit gars joyeux, et quand elle avait faim, ou froid, ou fatiguée, il jouait avec elle si gaiement sur sa petite flûte, qu'elle oubliait tous ses ennuis et se mettait à danser avec son troupeau. Doigt bruyante pour les partenaires. Or, un jour, on se disait que le roi voyageait à travers le pays et devait donner un grand bal à tous les seigneurs et dames du pays dans la ville voisine, et que le prince, son fils unique, choisirait une épouse parmi les jeunes filles de l'entreprise. Au moment voulu, une des invitations royales au bal fut apportée au palais par la mère, et les serviteurs la portèrent au vieux seigneur, qui était toujours assis près de sa fenêtre, enveloppé dans ses longs cheveux blancs et pleurant dans la petite rivière, qui était nourrie par ses larmes. Mais lorsqu'il entendit l'ordre du roi, il s'essuya les yeux et ordonna d'apporter des cisailles pour le détacher, car ses cheveux l'avaient retenu comme un prisonnier et il ne pouvait plus bouger. Et puis il leur envoya chercher de riches vêtements et des bijoux, dont il se revêtit, et il leur ordonna de seller le cheval blanc avec de l'or et de la soie, afin qu'ils puissent monter à la rencontre du roi. Mais il avait complètement oublié qu'il avait une petite fille à emmener au bal. Pendant ce temps, Tatercotte était assise près de la porte de la cuisine, en pleurant, parce qu'elle ne pouvait pas aller voir les grandes actions. Et quand la vieille nourrice l'entendit pleurer, elle alla chez le seigneur du palais et le pria d'emmener sa petite fille avec lui au bal du roi. Mais il fronça simplement les sourcils et lui dit de se taire. Tandis que les domestiques riaient et disaient « Tatercotte est heureuse dans ses haillons, jouant avec le berger. Laissez-la tranquille, c'est tout ce à quoi elle est faite. » Une deuxième, puis une troisième fois, la vieille nourrice le supplia de laisser la jeune fille partir avec lui, mais on ne lui répondit que par des regards noirs et des paroles féroces, jusqu'à ce qu'elle soit chassée de la chambre par les domestiques moqueurs, à coups et moqueurs. Pleurant de son malheur, la vieille nourrice alla chercher Tatercotte. Mais la jeune fille avait été chassée de la porte par le cuisinier et s'était enfuie pour dire à son ami le berger combien elle était malheureuse de ne pouvoir aller au bal du roi. Quand le berger eut écouté son histoire, il lui dit de se rassurer et lui proposa d'aller ensemble en ville voir le roi et toutes les belles choses. Et quand elle regarda tristement ses haillons et ses pieds nus, il joua une note ou deux sur sa flûte,
si gai et si joyeux, qu'elle oublia complètement ses larmes et ses ennuis, et avant qu'elle s'en rende bien compte, le berger l'avait emmenée par elle. La main, et elle et lui, et les oies devant eux, dansaient sur la route en direction de la ville. Même les infirmes peuvent danser quand ils le souhaitent, a déclaré le berger. Avant qu'ils fussent allés très loin, un beau jeune homme, magnifiquement vêtu, s'arrêta pour demander le chemin du château où demeurait le roi, et quand il s'aperçut qu'eux aussi y allaient, il descendit de cheval et marcha à côté de lui. Eux le long de la route. Vous avez l'air de gens joyeux, dit-il, et vous serez de bonne compagnie. Bonne compagnie, en effet, dit le berger, et il joua un nouvel air qui n'était pas une danse. C'était une mélodie curieuse, et elle faisait que l'étrange jeune homme regardait et regardait Tattercoat jusqu'à ce qu'il ne puisse plus voir ses haillons, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus, à vrai dire, voir autre chose que son beau visage. Puis il dit, « Tu es la plus belle jeune fille du monde. Veux-tu m'épouser ?» Alors le berger se sourit intérieurement et joua plus doucement que jamais. Mais Tattercoat a ri. « Pas moi, dit elle. Vous seriez bien honteux, et moi aussi, si vous preniez une fille oie pour femme. Allez interroger une des grandes dames que vous verrez ce soir au bal du roi, et ne vous moquez pas de la pauvre des lambeaux. » Mais plus elle le refusait, plus la flûte jouait doucement et plus le jeune homme tombait amoureux, jusqu'à ce qu'enfin il la supplie de venir ce soir-là à midi au bal du roi, telle qu'elle était, avec le berger et ses oies, dans son jupon déchiré et pieds nus, et voir s'il ne danserait pas avec elle devant le roi. Et les seigneurs et dames, et la présente à tous, comme sa chère et honorée épouse. Or, au début, Tattercoat a dit qu'elle ne le ferait pas. Mais le berger dit, « Prends fortune quand elle viendra, petite. » Ainsi, quand la nuit arrivait, et que la salle du château était pleine de lumière et de musique, et que les seigneurs et les dames dansaient devant le roi, juste au moment où l'horloge sonnait midi, Tattercoat et le berger, suivis de son troupeau d'oies bruyantes, sifflaient et, hochant la tête, ils entrèrent par les grandes portes et remontèrent droit dans la salle de bal, tandis que de chaque côté les dames chuchotaient, les seigneurs riaient, et le roi assis au fond regardait avec étonnement. Mais alors qu'ils arrivaient devant le trône, l'amant de Tattercoat se leva à côté du roi et vint à sa rencontre. Lui prenant la main, il l'embrassa 3 fois devant tous et se tourna vers le roi. « Père, dit-il, car c'était le prince lui-même, j'ai fait mon choix, et voici ma fiancée, la plus jolie fille de tout le pays, et la plus douce aussi. » Avant d'avoir fini de parler, le berger avait porté sa pipe à ses lèvres et avait joué quelques notes qui sonnaient comme un oiseau chantant au loin dans les bois. Et pendant qu'il jouait, les haillons de Tattercoat étaient changés en robes brillantes cousues de bijoux scintillants, une couronne d'or reposait sur ses cheveux d'or, et le troupeau d'oies derrière elle devenait une foule de pages délicates, portant sa longue traîne. Et tandis que le roi se levait pour la saluer comme sa fille, les trompettes sonnèrent fort en l'honneur de la nouvelle princesse, et les gens dehors dans la rue se disaient: « Ah! Maintenant le prince a choisi pour sa femme la plus jolie fille de toutes. La terre. » Mais le berger n'a jamais été revu, et personne ne savait ce qu'il était devenu, tandis que le vieux seigneur rentrait dans son palais au bord de la mer, car il ne pouvait rester à la cour, alors qu'il avait juré de ne jamais regarder le visage de sa petite fille. Il est donc toujours assis près de sa fenêtre, si seulement vous pouviez le voir, comme vous le pourrez peut-être un jour, pleurant plus amèrement que jamais. Et ses cheveux blancs l'ont lié aux pierres, et le fleuve de ses larmes s'écoule vers la grande mer.
Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.